Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons étudier l'oscillateur à bande de Wien. Donc c'est un oscillateur qui est composé d'un amplificateur opérationnel, puis d'un filtre, donc RC série, RC parallèle. Donc dans un premier temps nous allons déterminer les fonctions de transfert donc, de la chaîne directe, qu'on va appeler H, la fonction de transfert de la chaîne de retour, et nous allons déterminer les conditions d'oscillation et l'allure de signaux qui vont être générés. Voilà, donc on considère le montage oscillateur ci-dessous. L'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire, donc ça c'est une hypothèse. Ses tensions de saturation sont égales à plus Vsat moins Vsat, donc on vous donne ici Vsat qui est égal à 14,6 volts. Et les signaux sont sinusoïdaux, donc on va pouvoir utiliser la notation complexe. Donc dans un premier temps, déterminer les expressions des fonctions de transfert de la chaîne directe. Donc la chaîne directe, donc vous voyez, H complexe est égal à US1 complexe sur UE complexe. Donc c'est cette chaîne-là, constituée de l'amplificateur opérationnel associé aux résistances R1 et R2, et de la chaîne de retour. Donc on va appeler K, donc US2 sur S1, donc ça va être la fonction de transfert ici du filtre RC série, RC parallèle. Alors, dans un premier temps, ici, donc les amplificateurs opérationnels, nous avons déjà travaillé dessus. On va déterminer la fonction transfert de cette chaîne directe. Donc, dans un premier temps, l'amplificateur opérationnel, on vous dit, il fonctionne en régime linéaire. Donc, si nous sommes en régime linéaire, ça veut dire que la tension sur l'entrée ici non inverseuse plus va être égale à la tension sur l'entrée inverseuse moins. Donc epsilon, la tension différentielle d'entrée est égale à 0, avec epsilon qui est égal à V plus moins V moins. Voilà, donc V plus moins V moins est égal à 0, donc V plus est égal à V moins. Donc en notation complexe, puisqu'on va considérer qu'on est en régime sinusoïdal. Bon, ici ça ne change pas grand chose, on a des résistances, mais on va le faire. Alors, donc V plus, ça va correspondre à la tension UE d'entrée, d'accord? Donc V plus en notation complexe va être égal à UE. Et donc V-, ici, donc c'est la tension entre l'entrée moins et la masse. Donc V-, c'est la tension au bord de la résistance R1. Comme il n'y a pas de courant qui rentre dans l'amplificateur opérationnel, ici, on aura le même courant qui va circuler dans R2 puis dans R1. Donc nous allons pouvoir utiliser le diviseur de tension pour exprimer la tension V-. Donc V-, d'après le diviseur de tension, ça va être égal à R1 divisé par R1 plus R2 fois la tension US1 ici de sortie. Voilà, donc là, pour passer de V- à son expression, nous avons utilisé le diviseur de tension. Donc maintenant, l'objectif c'est d'exprimer la fonction de transfert H qui est égale à US1 sur UE. Donc l'objectif c'est d'exprimer US1 en fonction de UE pour pouvoir en déduire le rapport US1 sur UE. Donc je vais passer le terme en US1 à gauche de l'égalité. Donc je vais avoir R1 sur R1 plus R2 fois US1 qui va être égal à UE. Et donc US1. Donc je vais passer ces termes R1 sur R1 plus R2 de l'autre côté de l'égalité. Donc je vais multiplier à gauche et à droite par R1 plus R2 sur R1. Donc ça revient à faire un produit en croix. Donc on va avoir R1 plus R2 divisé par R1 fois UE. Voilà, et donc ici, US1 divisé par UE va être égal à R1 plus R2 divisé par R1. Donc ça, c'est la fonction de transfert que j'appelle H. C'est la fonction de transfert de l'amplificateur, de la chaîne directe. Voilà.
Donc si je veux simplifier, donc R1 plus R2 sur R1, c'est la même chose aussi que R1 sur R1 plus R2 sur R1. Donc je pourrais très bien l'écrire sous la forme R1 sur R1 plus R2 sur R1, sachant que R1 sur R1 va être égal à 1. Donc je peux aussi définir ma fonction de transfert en chaîne de la chaîne directe qui va être égale à 1 plus R2 sur R1. Voilà, donc ça c'est un premier résultat. 1 plus R2 sur R1, ou je peux l'écrire R1 plus R2 sur R1. C'est la même chose. Donc au niveau ici de la relation, hein, donc on vous demande le numérateur, le dénominateur. Donc au numérateur, je vais avoir R1 plus R2. Au dénominateur, je vais avoir R1. Voilà pour ma fonction de transfert de la chaîne directe. Ensuite, on vous demande la fonction de transfert ici de la chaîne de retour. Donc pour la chaîne de retour, donc là on était sur notre premier raisonnement. Donc pour la chaîne de retour, donc deuxième chose, donc on va regarder ici ce circuit RC série, RC parallèle. Donc pour déterminer ici la fonction de transfert, il va falloir faire des associations d'impédance. Donc on va appeler par exemple Z1 l'impédance associée à R et C en série, et Z2 l'impédance associée à R et C en parallèle. Donc si je fais un schéma équivalent de mon montage, donc je vais avoir en entrée ma tension US1, donc je vais mettre US1 en notation complexe. Donc je vais avoir une impédance Z1, donc qui correspond à R et C en série, et une impédance donc Z2 qui correspond à R et C, à l'association de R et C en parallèle. Voilà, et donc en sortie, je vais retrouver la tension US2. Voilà, donc d'après le diviseur de tension, donc là on voit bien que le courant qui circule dans Z1, dans l'impédance équivalente Z1, va se retrouver entièrement dans l'impédance Z2. Donc je vais pouvoir utiliser le diviseur de tension. Donc d'après le diviseur de tension, je vais pouvoir écrire que US2 est égal à Z2 divisé par Z1 plus Z2 fois ma tension US1. Voilà, donc là, il va y avoir plusieurs possibilités. Donc Z2, par définition, puisque c'est l'association de R et C en série, ben, ça va être l'impédance de la résistance R plus l'impédance du condensateur, donc 1 sur J oméga. Et Z2, c'est l'association de R et C en parallèle, donc ce serait l'impédance de R fois l'impédance de C, divisé par l'impédance de R plus l'impédance de C. D'accord? Donc ça fait quelque chose assez complexe, qui va se retrouver à la fois au numérateur et au dénominateur. Donc pour Z2, vous voyez, il est à la fois au numérateur et au dénominateur. Donc ce que l'on va préférer utiliser, donc lorsque les éléments sont en série, donc on va utiliser donc Z1. Donc lorsque les éléments sont en série, ça va être l'impédance du premier élément, donc de la résistance, plus l'impédance du deuxième élément, donc c'est le condensateur. Voilà, donc ça ce sont pour les impédances en série. Donc les impédances, l'impédance résultante va correspondre à la somme des impédances qui vont être en série. Et par contre, lorsque les éléments vont être en parallèle, nous allons préférer utiliser ce qu'on appelle l'admittance. Donc l'admittance, par définition, hein, donc je vais appeler Y2. Donc par définition, c'est l'inverse de l'impédance. Hein, donc c'est 1 sur Z2. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les éléments sont en parallèle, l'admittance équivalente va être égale à l'admittance du premier élément plus l'admittance du second élément. Voilà, donc en fait, ça va être
L'admittance de R, ben, c'est l'inverse de son impédance. Donc l'admittance de la résistance R, ça va être 1 sur R. Plus l'admittance du condensateur, donc c'est l'inverse de 1 sur JC oméga. Donc ça fait JC oméga. Donc là, c'est lorsque les impédances seront en parallèle, on préférera utiliser l'admittance. Voilà. Donc c'est là où ça va être un petit peu technique, hein, puisque là, vous avez un diviseur tension qui met en jeu des impédances, et on veut travailler avec Z1, mais par contre, on préfère travailler avec Y2. Donc au niveau de notre diviseur tension ici, donc là je vais l'entourer, hein, c'est notre point de départ. Donc au niveau de notre diviseur tension, il va falloir faire intervenir plutôt, lorsque les éléments sont en parallèle, l'admittance, et lorsque les éléments sont en série, l'impédance. Donc là, je vais le faire. Hein. Donc US2. Donc je vais déjà écrire la fonction transfert K. Hein, donc à partir de ma relation ici. Hein, donc l'objectif c'est d'exprimer US2 sur US1. Donc à partir de ma relation US2 divisé par US1 va être égal à Z2 divisé par Z1 plus Z2. Voilà, sachant que au niveau de Z2, je préfère utiliser l'admittance. Donc tout de suite, je vais remplacer Z2 par 1 sur Y2. Donc par définition, l'admittance c'est l'inverse de l'impédance. Donc l'impédance c'est l'inverse de l'admittance. Divisé par Z1 plus 1 sur Y2. Voilà, donc là il n'est pas question de remplacer ici Y2 par son expression tout de suite. Hein. On va d'abord essayer de simplifier un petit peu ceci. Donc on a un quotient au numérateur, on a un quotient au dénominateur. Pour s'affranchir justement de ces quotients au numérateur et au dénominateur, on va multiplier donc en haut et en bas par ce qu'il y a au dénominateur, c'est-à-dire par ici Y2. Donc je vais multiplier par Y2 en haut et en bas, donc au numérateur et au dénominateur. Et donc je vais obtenir donc US2 sur US1, donc c'est ce que j'ai appelé K. Hein. Donc je vais l'appeler K. Donc je vais obtenir K, donc qui est égal à US2 divisé par US1. Et donc ça va être égal à 1 sur Y2 fois Y2, donc il va me rester 1. Et au dénominateur, je vais avoir Z1 fois Y2. Plus 1 sur Y2 fois Y2. Donc 1 sur Y2 fois Y2, ça va faire 1. Voilà. Donc ici, j'ai une relation intermédiaire, donc une autre façon de présenter mon diviseur de tension, mais cette fois-ci en faisant intervenir l'admittance Y2 plutôt que l'impédance Z2. Voilà, parce que je sais que travailler avec l'admittance Y2, ce sera plus simple au niveau des calculs. Voilà, donc maintenant, je n'ai plus qu'à remplacer. D'accord? Donc ici, Z1 par son expression et Y2 par son expression. Donc au niveau ici donc de ma fonction transfert, je vais pouvoir écrire K. Donc K qui va être égal à, donc au numérateur il va me rester juste 1. Et au dénominateur je vais avoir Z1, c'est-à-dire R plus 1 sur JC oméga. Multiplié par Y2, donc Y2 c'est 1 sur R plus JC oméga. Et donc il ne faut pas oublier le plus 1 qu'il y a au dénominateur ici. Voilà, donc je vais pouvoir développer tout ceci. Donc K va être égal à 1 divisé par, donc on va avoir R fois 1 sur R, donc ça fait 1. R fois JC oméga,
Donc ça va faire JRC oméga. Ensuite, 1 sur JC oméga fois 1 sur R, donc je vais avoir 1 sur JRC oméga. 1 sur JC oméga fois JC oméga, je vais avoir 1. Et donc il me reste mon plus 1. Voilà, donc ici, je vais avoir 1 plus 1 plus 1. Donc je vais avoir un 3 au dénominateur qui va apparaître. Donc K, ça va être égal à 1 divisé par 3 plus... Donc on va essayer de mettre le J en facteur directement. Donc J sera facteur d'ici donc de RC oméga. Et ici on a un J au dénominateur. Donc pour le faire passer au numérateur, on va multiplier par J ici en haut et en bas. Donc on va avoir J en haut qu'on va pouvoir mettre en facteur et J en bas. D'accord? Sachant que J fois J, ça fait J carré. Et donc J carré est égal à moins 1. Donc le fait de faire apparaître un J carré en bas, ça fait apparaître un signe moins ici devant. Et donc ça fait passer le J au numérateur. Donc ici, on va avoir RC oméga moins, puisqu'on a notre J carré qui va apparaître. Donc je vais le remplacer directement par un signe moins. Et donc J sera facteur de 1 sur RC oméga. Donc ça va être RC oméga moins 1 sur RC oméga. Voilà, donc pour la fonction de transfert, hein, donc je vais essayer de regarder ici ce que l'on me propose. Donc là, on peut avoir un... On n'a pas, si on a un 1 au numérateur. Au dénominateur, on va pouvoir avoir un 3 plus J facteur de RC oméga moins 1 sur RC oméga. Donc là, on peut écrire la formule. Voilà. Donc voilà pour le calcul de la fonction de transfert de la chaîne de retour. Donc ça, c'est deux premières étapes qui vont nous permettre ici d'étudier notre oscillateur. Voilà, donc maintenant, ce que l'on souhaite faire, c'est étudier un peu plus dans sa globalité l'oscillateur. Donc on va vous demander de déterminer la valeur de la résistance R2 qui permet d'obtenir des oscillations sinusoïdales. Donc ici R2, vous voyez que c'est une résistance variable. Et en faisant varier cette résistance, on va pouvoir obtenir la condition d'oscillation sinusoïdale. Donc ça, la condition d'obtention d'oscillation sinusoïdale, donc on va pouvoir l'écrire. Condition d'oscillation sinusoïdale. Hein. Donc ça, vous devez le connaître. Hein. Donc la condition pour obtenir les oscillations sinusoïdales, il faut que la fonction de transfert de la chaîne directe, donc c'est la condition limite, hein. Donc la fonction de transfert de la chaîne directe H, multipliée par la fonction de transfert de la chaîne de retour, donc ici que j'ai appelé K, soit égale à 1. Donc ça, c'est vraiment à retenir. Ce sera le cas pour l'ensemble des oscillateurs sinusoïdaux. Voilà, donc là, il va falloir que je remplace H, donc 1 plus R2 sur R1, que je multiplie par K, et il faut que ce soit égal à 1 pour qu'il y ait des oscillations sinusoïdales. Donc là, H, donc je le reprends, c'est 1 plus R2 sur R1. Donc je vais l'écrire en dessous. Donc 1 plus R2 sur R1 fois ma fonction de transfert ici K. Donc ça fait 1 sur 3 plus JRC oméga moins 1 sur RC oméga. Et donc il faut que ceci soit égal à 1. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que ce dénominateur ici, je vais le passer
donc à droite, hein, donc je vais faire un produit en croix, hein, et donc je vais pouvoir écrire que 1 plus R2 sur R1 doit être égal à donc 1 fois ici ce dénominateur, donc c'est-à-dire fois 3 plus J facteur de RC oméga moins 1 sur RC oméga. Voilà. Donc on doit avoir cette relation-là pour avoir des oscillations qui seront sinusoïdales. Donc là, on vous demande de déterminer la valeur de la résistance R2. Donc nous avons l'égalité ici d'un nombre complexe, de deux nombres complexes. Donc le premier 1 plus R2 sur R1, c'est un nombre complexe avec une partie réelle qui vaut 1 plus R2 sur R1 et qui n'a pas de partie imaginaire, donc c'est un nombre réel. Et à droite de l'égalité, nous avons un nombre complexe avec une partie réelle qui vaut 3 et une partie imaginaire qui vaut RC oméga moins 1 sur RC oméga. Donc lorsque nous avons l'égalité de deux nombres complexes de cette façon, par identification, nous allons avoir la partie réelle à gauche qui sera égale à la partie réelle à droite. Et de la même façon, hein, donc ici c'est comme si on avait 0 fois j, hein, donc il n'y a pas de partie imaginaire. Donc la partie imaginaire à gauche doit être égale à la partie imaginaire à droite. Voilà, donc pour déterminer R2, nous allons faire l'identification des parties réelles. Donc par identification des parties réelles des deux nombres complexes, nous allons avoir 1 plus R2 sur R1 qui doit être égal à 3. Donc si on passe le 1 de l'autre côté, ici, on va obtenir R2 sur R1 qui doit être égal à 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Et donc si on passe le R1, hein, donc ça fait obligatoirement R2 qui doit être égal à 2 fois R1 pour pouvoir obtenir des oscillations sinusoïdales. Donc ici on vous donne la valeur de R1, donc c'est 8000 ohms. Donc on va avoir R2 qui va être égal à 2 fois 8 kΩ, c'est-à-dire 16 kΩ. Voilà, donc la valeur de R2, d'accord, donc on vous le demande le résultat en ohms, donc je vais mettre 16 000. Donc la valeur de R2 qui va vous permettre d'obtenir des oscillations sinusoïdales. Et donc dans un deuxième temps, donc ici, donc on vous demande de représenter les allures des signaux US1 et US2 en déterminant les valeurs de la fréquence f des oscillations, ainsi que les amplitudes de chacun des signaux, ainsi que le déphasage entre ces deux signaux. Voilà, donc dans un premier temps, on va déterminer la fréquence des oscillations. Donc là, on avait dans un premier temps identifié les parties réelles, donc en bleu, partie réelle à gauche est égale à partie réelle à droite. Là, on va faire la même chose, mais avec les parties imaginaires. Donc par identification des parties imaginaires, donc des parties imaginaires, donc nous allons obtenir donc RC oméga moins 1 sur RC oméga qui doit être égal à 0. Voilà, donc RC oméga moins 1 sur RC oméga qui doit être égal donc à 0. Donc ça va vous donner donc RC oméga, si on passe le moins 1 sur RC oméga de l'autre côté, donc RC oméga qui doit être égal à 1 sur RC oméga. Et donc si on repasse ici le RC oméga en facteur à gauche, on va obtenir RC oméga
le tout au carré qui va être égal à 1. Voilà, donc comme R, C et oméga sont trois grandeurs qui sont positives, hein, on va forcément avoir RC oméga qui sera égal à 1, et donc obtenir ici la pulsation qui est égale à 1 sur RC. Voilà, donc ce qu'on vous demande, c'est la fréquence d'oscillation, hein, donc ça c'est la pulsation d'oscillation, donc par définition, oméga c'est 2πf, donc on va avoir 2π fois la fréquence qui sera égale à 1 sur RC, et donc la fréquence d'oscillation qui sera égale à 1 sur 2π fois R fois C. Donc c'est une fréquence particulière, hein, donc je peux lui attribuer un indice, donc je vais l'appeler par exemple F0. Voilà. Donc si je calcule F0, donc la fréquence d'oscillation, donc ici j'ai les différentes valeurs, hein, donc j'ai R, C et 2π, donc je vais faire le calcul. 1 divisé par 2 fois pi fois, donc la résistance c'est 4000 ohms, et la capacité du condensateur c'est 40 nanofarads, donc 40 fois 10 puissance moins 9. Alors, je vais faire avec une autre calculatrice. Donc je vais obtenir 1 divisé par 2 fois donc je vais obtenir une fréquence de 995 Hz environ. Donc ici 995 Hz, donc ça va être la fréquence des oscillations qui vont être générées donc lorsque nous allons régler la résistance ici R2 de 16 kΩ. Voilà, donc au niveau du logiciel, je vais pouvoir indiquer cette fréquence 995 Hz. Ensuite, donc on vous demande US1 max. Donc US1, vous voyez, c'est la tension de sortie de l'amplificateur opérationnel. Et donc là, les signaux, en fait, les signaux vont être amplifiés très légèrement quand même au niveau de notre chaîne, jusqu'à avoir une amplitude qui sera limitée par la saturation de l'amplificateur opérationnel. Donc, vous aurez ici l'amplitude des oscillations, donc US1 max, qui va forcément correspondre à la tension de saturation. Donc ici 14,6 volts. Donc ici 14,6 volts au niveau de US1 max. Voilà, donc on a le signal US1 qui se trace, donc à la fréquence de 995 Hz et avec une amplitude de 14,6 volts. Et donc il va falloir déterminer US2 max. Donc là on voit que US2, donc si je regarde ici la fonction de transfert de la chaîne de retour, vous avez des oscillations si RC oméga moins 1 sur RC oméga est égal à 0. Donc, à la fréquence d'oscillation, vous allez avoir la fonction de transfert de la chaîne de retour qui sera égale à 1 tiers. D'accord? Donc, si F égale F0, si F est égal à donc, la fréquence F0, donc je vais le noter, alors, nous allons avoir ici la fonction de transfert de la chaîne de retour K qui va être égale à 1 divisé par 3 plus une partie imaginaire qui sera égale à 0 puisque RC oméga moins 1 sur oméga, RC oméga sera égal à 0. D'accord? Donc il suffira de regarder ici, RC oméga moins 1 sur RC oméga égale 0. Donc j'ai bien K qui est égal à 1 tiers. Voilà. Donc au niveau du rapport ici, donc K, c'est le rapport US2 sur US1. Donc je vais avoir, donc ici on a un nombre réel positif, hein, donc je vais avoir le rapport
des valeurs maximales, donc US2 max, sur US1 max, qui sera égal à 1 tiers. Voilà. Donc puisque US1 max, on avait dit, était limité par la tension de saturation de l'amplificateur opérationnel, donc ici US1 max est égal à 14,6 volts. Donc US1 max, je le rappelle ici. Forcément, vous allez avoir US2 max qui sera égal à 1 tiers de 14,6 volts. Donc US2 max, si je fais le calcul, je vais obtenir 4,87 volts en arrondissant à 3 chiffres significatifs. Voilà, donc ici, au niveau de US2 max, je vais avoir 4,87 volts. Voilà, donc j'ai bien un signal. Donc là, pour l'instant, j'ai défini juste son amplitude et sa fréquence. Donc tous les signaux ont la même fréquence de 995 Hz. Et voilà. Et donc ensuite, dernière chose, donc au niveau du déphasage, donc vous voyez bien que ici, si vous avez un amplificateur non inverseur, vous voyez, donc la fonction de transfert c'est 1 plus R2 sur R1. Et ensuite, vous avez ici un filtre, d'accord, qui à la fréquence fait en sorte que vous ayez un rapport de 1 tiers entre US2 et US1. Ok. Donc finalement, il ne va pas y avoir de déphasage. D'accord. Donc on va pouvoir écrire, donc si on utilise ici l'amplificateur, on aurait très bien pu utiliser ça, ou ceci. Donc fonction de transfert c'est égal à 1 tiers, donc ça veut dire forcément que US2 de t va être égal à 1 tiers de US1 de t. D'accord. Donc il n'y a pas de signe négatif devant, donc il n'y a pas de déphasage de plus ou moins 180 degrés. Donc ici, nous allons avoir un déphasage qui sera égal à 0 degré entre US1 de t et US2 de t. Voilà. Voilà donc pour tout cet oscillateur sinusoïdal donc à Pont-Neuville. Donc les fonctions de transfert et l'allure des différents signaux. Merci de m'avoir écouté et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc je valide quand même ici, donc j'ai bien les résultats que j'ai trouvés. Donc fréquence d'oscillation 995 Hz, amplitude 14,6 volts pour US1 de t. Pour US2 de t, amplitude de 4,9 volts et un déphasage de 0 degré. Merci à tous et à très bientôt.